Vous m'avez demandé de traiter le sujet des attentes des usagers, donc je suis en train de vous dire que je m'en suis inspirée déjà depuis il y a fort longtemps des attentes des usagers et que j'ai construit en fait tout mon projet professionnel autour des attentes des usagers en essayant d'y répondre avec les moyens de l'assistance publique et à la fois les moyens, on va dire, en personnel, mais aussi les moyens logistiques. Donc voilà, le pointeur, merci. Voilà, donc pour nous situer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc un hôpital de soins de suite et réadaptation, SSR, de la PHP de Paris, dédié aux maladies rares et aux handicaps rares, dans un environnement exceptionnel au Pays Basque. C'est vrai que c'est exceptionnel parce qu'on est à la fois sur la plage et à la fois en ville. On est en ville, et ça, c'est un point important pour les malades. Donc le pôle dont je suis responsable, c'est le pôle des maladies rares neurologiques et du polyhandicap. Donc, c'est-à-dire que nous avons 54 lits qui sont dédiés aux maladies rares neurologiques en séjour SSR de répit rééducation et 130 lits, 125 lits, je ne sais pas exactement, de polyhandicap en long séjour qui sont des anciens enfants de la PHP qui ont été envoyés en Hendaye dans les années 70 et qui ont passé toute leur vie là. Donc c'est une cohorte un petit peu historique et particulière. Nous avons un autre pôle dans l'hôpital qui est le pôle 2 qui est dédié au TED et au syndrome de Prader-Willi pour 34 lits et qui fait donc partie de la filière déficience. Donc les attentes des usagers, il y a des points communs à toutes les maladies rares. Les gens voulaient du répit, c'est-à-dire se reposer, faire l'home break dans un bel environnement, et puis faire de la rééducation, ne pas venir pour glander. Il fallait Alors, donc la prise en compte des attentes des usagers, on l'a faite donc progressivement, mais ça a démarré dès le premier plan maladie rare en 2004 et même un petit peu avant. Et nous avons signé des chartes de collaboration avec les associations. D'abord, ça a été l'association du Locked-in syndrome. Ça s'est fait à Garches en présence de la secrétaire d'État à l'époque, Marianne Monchamp. Le Locked-in syndrome qui ne fait pas partie de Brain Team mais qui pourrait, c'est quand même pas très loin, et qui cherchait aussi qui avait des gros problèmes d'orientation des patients. Ensuite, AFAF, donc avec les associations de patients spastasix. Là, ça s'est passé la signature très officielle au siège de la PHP en grande pompe et qui nous engageait à nous améliorer pour proposer une offre de soins cohérente et intéressante. Ensuite, nous avons été nous-mêmes centre de référence dans le cadre du centre GMNH, c'est-à-dire Garches-Mondor-Necker-Hendaye en 2004 pour les maladies neuromusculaires, les myopathies, actuellement dans la filière Philnemus. Nous avons pas fait de convention, mais travaillé très étroitement avec le centre de référence SLA de la Pitié-Salpêtrière, et ce dès 2007 où Monsieur Méninger est venu, on a signé des accords, et puis après on a élargi notre recrutement à pas mal de centres de référence. Donc on est aussi dans la filière Filslan. Et puis en 2009, c'est le centre de référence Huntington, Katia Youssof et professeur Bachou Lévy qui nous ont fait signer une charte aussi de collaboration et d'engagement en émettant des souhaits très précis sur ce qu'elles attendaient de nous envers leurs malades. Et puis là, également avec le centre de référence neurogénétique de la Pitié-Salpêtrière, Alexandra Dur, que j'ai croisé tout à l'heure, et avec laquelle il faut qu'on signe. On n'a pas encore signé, mais là maintenant il faut qu'on signe. Et puis maintenant, je n'ai pas marqué Cyril Goiset et Christophe Verny, mais on reçoit aussi beaucoup de patients de la neurogénétique de Bordeaux et d'Angers. Donc pour vous dire, notre identité maladie rare, elle est quand même assez subtotale maintenant. On ne fait pas grand-chose d'autre que ça. Alors, donc nous avons créé ce concept de répit-rééducation ou rééducation-répit, c'est-à-dire apporter une aide, un soutien, un accompagnement du projet de vie, dans le cadre de nos séjours. Et puis on a dû définir évidemment un mode d'organisation, comment les malades arrivent, qui nous les envoie, quelles sont les durées optimales de séjour et tout ça. Donc c'est évidemment au cas par cas, 3 à 6 semaines, 1 à 2 fois par an. Ça se définit dans l'intimité de chaque dossier et avec les coordonnateurs, soit infirmiers coordonnatrices, soit assistante sociale, soit médecins qui nous donnent les éléments. Alors, donc, définir une prise en charge pluridisciplinaire ciblée pour chaque pathologie, ça c'est important. On ne fait pas pareil pour tout le monde. Pouvoir bénéficier pendant le séjour d'un bilan médical et d'un bilan de rééducation.
permettre le répit physique et psychologique des proches, des aidants, que ce soit familiaux, salariés, voire institutionnels. On a quelques foyers EMAS, Madame Momy, qui nous sollicite. Assurer un accompagnement, un soutien moral sur plusieurs années. Surmonter l'isolement social, faire des rencontres avec d'autres personnes ayant la même maladie, ça c'est important pour les jeunes. Voir la mer, sortir en ville, certains ne sont pas sortis depuis des années de chez eux. Et puis voilà. Alors ça, c'était le topo de l'association AFAF. Donc c'est le cahier des charges, on va dire, d'AFAF que Juliette nous a présenté en DAI la semaine dernière. Bon, c'était déjà quasiment le même en 2007, hein, mais pour vous dire qu'on s'en est inspiré parce que les associations, elles apportent vraiment leur desiderata et c'est très bien. Donc ça, ce que nous demandait AFAF, c'est exactement la même chose. Faire un point médical, paramédical, social, psychologique, établir un projet de soins. Ça, c'est important. Ça, c'est plus difficile à établir dans la vraie vie, parce qu'on n'a pas toujours tous les professionnels, notamment dans les périodes de vacances scolaires où il manque des kinés, des ergots, un peu. Il peut y avoir des séjours un peu moins fournis que d'autres, on va dire. Privilégier le travail sur l'autonomie, donc ça, on s'y emploie. Et puis, offrir un séjour de répit à la personne et à sa famille. Donc, vous voyez que les attentes des usagers, moi, je les ai phagocytées, prises en compte. C'est mon quotidien. Et puis après, ce qu'on attend aussi, nous, c'est que les usagers nous fassent un retour de comment ça se passe, quel est leur vécu du séjour dans notre service. À l'entrée, un bilan clairement défini par le patient et l'équipe de service, et à la sortie, une évaluation. Voilà quelles sont les attentes des usagers et comment on y répond. Alors, quelques chiffres, mais vite fait pour vous dire qu'entre 2003 et 2005, on a quand même accueilli 1630 patients, avec au départ beaucoup plus de SLA que de Huntington, que d'Ataxie, mais la SLA, ça reste une part de notre activité, mais on a quand même pu, on va dire, assumer 1630 situations. C'est pour ça que modestement, je demandais, est-ce qu'on ne peut pas être un petit peu reconnu? On ne demande pas de moyens supplémentaires, si ce n'est peut-être en moyens sociaux, mais quand même, ça représente du volume. Il y aura, au-delà des gens qui vont rentrer dans les casques, le problème, elle dit que la réponse, il faut aller dans la circulaire de janvier 2016, puisque dans la circulaire de janvier 2016, il détermine déjà ce qui permet d'être centre constitutif, centre de référence. Par contre, il a bien été prévu là dans la nouvelle circulaire que pour les gens qui ne rentrent pas dans ces cases, il y ait la possibilité d'être identifiés dans le réseau du centre de référence. Et ça, c'est clairement identifié comme une possibilité parce qu'on avait retourné le fait qu'il y avait des gens qui ne rentraient pas dans les cases. Donc ça sera possible. Ça me rassure tout à fait. Alors ça aussi, les chiffres, c'est juste pour vous dire que depuis 2003, donc, on a progressivement augmenté cette activité d'accueil temporaire et puis que tous les ans, on a des nouveaux patients, c'est la ligne rouge, des nouveaux patients, malgré le fait que, en particulier en ce qui concerne la SLA, on en perd pas mal, mais on a des nouveaux patients, ce qui est quand même un bon signe de vitalité et d'attractivité. Alors, la rééducation, dans le cadre des séjours SSR de répit rééducation, ça, c'est vraiment un axe très fort, très demandé par les usagers, par les associations. Hein. Donc, évidemment, c'est évaluer, prendre en compte les capacités à l'arrivée, avoir une consultation de MPR à l'arrivée, recueillir les attentes des médecins neurologues et des médecins MPR partenaires qui nous envoient les patients. Moi, j'aime bien qu'ils me mettent, je voudrais que vous fassiez ci et ça. Ça m'aide après aussi pour faire le projet thérapeutique individuel, l'élaborer. Nous devons élaborer une prescription personnalisée en kiné, en ergo, en psychomote, en tout, hein, socio-éducatif, en sport. Alors justement, le sport, c'est la grande nouveauté du service cette année. J'ai obtenu, ça n'a pas été simple, mais pour 2017, un poste d'animateur, d'éducateur sportif, mais il a fallu argumenter sur les maladies rares, les handicaps rares. Donc c'est pour ça que l'estampillage est important. Donc, suivre la mise en œuvre et la pertinence du projet du PTI, ça aussi, je pense que nous, on peut s'améliorer en interne à Hendaye. On a des fois, on est pris dans le... On est un petit peu submergé parfois, parce qu'on a quand même une quarantaine d'arrivées tous les mois, 40 entrants, 40 sortants, avec des situations complexes parfois, inextricables, etc. Ce n'est pas des consultations standards, quoi.
Et enfin, procéder à l'évaluation en fin de séjour et envoyer des comptes rendus des différents professionnels. Alors ça aussi, on doit s'améliorer, en particulier pour la kiné, parce que moi j'ai quand même 5 kinés espagnols sur les 8 kinés, donc ils ne parlent pas français. Donc obtenir des comptes rendus, c'est un peu impossible. Donc je sais pas, on va peut-être faire des pictogrammes, des machins. Voilà. Alors... entre ce qui est préconisé dans les textes et la vraie vie, il y a quand même un gap par moment. Donc voilà mon équipe, vous voyez, ils ont tous une bonne tête. La surveillante, là, qui est en train de dire les kinés, une des jeunes PH du service, des infirmières, un interne, le petit jeune, là, c'est un interne de MPR qui vient d'arriver, l'ergothérapeute. Donc ça, c'est le staff du mardi, on est un petit peu agité, on discute des dossiers, voilà. Et alors, je voulais finir par 5 minutes de projection d'un film sur les soins culturels et sportifs. Mais on a de bons sponsors, dont le Rotary aussi d'Andaille et de la Côte Basque. Non, le surf, on l'a déjà vu, mais bon, c'est pas grave. Bon. Alors, il y a des patients Huntington qui prennent des vagues. Madame Huntington France, j'ai des patients Huntington qui ont pris des vagues. Il faut le faire quand même. Hein. C'est... Alors, il faut un petit peu les pousser au take-off, mais ils arrivent à se mettre debout. Voilà. Alors, soit on surfe allongé, soit on surfe debout. Ça dépend des possibilités, évidemment. Ça, les patients ont vraiment adoré cette activité. Non, mais il faudrait... Alors, voilà notre animateur sportif, Jean-Michel. Oh, ça recoupe au même endroit que tout à l'heure. Bon, bah tant pis. On verra. Ah bah. Alors. Ça, c'est les activités de sortie en ville. Voilà. La plage, ça, c'est intéressant. Ah! Voilà, voilà, ça c'est du soin, ça c'est du vrai soin. Voilà, on se baigne, on bronze. Bah, l'été ça va quand même. Alors les phrases ce sont les patients qui les ont écrites. Alors ça nécessite évidemment une organisation phénoménale en interne. Hein. On ne prend pas beaucoup de vacances l'été. Bon, faut dire, on n'a pas à se plaindre non plus. Hein. Voilà, faut reconnaître que c'est du travail sympathique. Voilà. Ça aussi, c'est un financement pièce jaune. Pique-nique à Cambo. Voilà. Alors, là, séjour ski. Voilà, ça a été un financement complexe. Hein. Donc avec un patient ataxique très connu de l'association. Bon. Alors ça, c'est le seul truc que j'ai jamais fait. Ça, je ferai pas. Ça me tente pas du tout. Voilà. Alors, là, les patients, ils n'ont pas l'air d'être malades, mais quand ils arrivent, moi, je peux vous dire... ils arrivent quand même avec des valises chargées de soucis, de difficultés.
beaucoup de choses qui ne vont pas quand même. Hein. Et ça permet d'étudier, de voir ce qu'on peut faire, de régler certains problèmes. Voilà, bon, c'est la fin là. Les sorties nocturnes aussi, l'été surtout, avec les jeunes. Bon, on a l'accord des parents, Odile, hein, pour sortir le soir. Hein. Voilà. Ils sont infects avec leurs parents, mais avec nous, ça va. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est la fin, là. Donc les remerciements. Voilà, remerciements à tout le monde. Bon, je crois que c'est fini là. Encore une photo. Alors vous voyez, Eliane, Isabelle, Véronique, Ponchica, Hervé et Jean-Michel, tout ça c'est des gens pour lesquels j'ai fait créer, enfin, il a fallu une énergie considérable pour faire créer les postes à l'assistance publique hôpitaux de Paris, hein, d'animateurs ou transformer des postes des soignants. Ça a été un combat, j'ai failli quand même y laisser ma santé aussi. Hein. Alors je ne le dis pas pour... mais faire évoluer le soin pour que ce soit du répit et de la rééducation, pour mener les deux de front, que le répit soit pas de la garderie, que ce soit un répit riche avec des soins culturels, avec du sport, avec des activités extra-hospitalières. Ça a été, c'est une construction, c'est presque plus aussi dur que de faire de la recherche. Hein. J'avais un petit peu fait de recherche avant, je vous assure, j'en bave largement autant pour monter des projets comme ça. Donc en conclusion, nos points forts... Bon, bah, ça, c'est à vous de juger. Un savoir-faire médical et paramédical reconnu, des soins culturels sportifs. Les soins sportifs sont un plus incontestable, et ça, je veux vraiment les développer, y compris pour des gens qui ont des troubles graves neuromoteurs. Une orientation maladie rare et handicap rare d'origine neurologique, donc qui s'est confirmée au fil des années. Notre volonté de poursuivre les partenariats avec les associations et les centres de référence maladies rares, Ataxie, SLA, neurogénétique, myopathie, Huntington, divers neuro, leucodystrophie, évidemment. Hein. Nos capacités à participer à la recherche clinique, alors ça je le dis parce que vous ne faites pas assez appel à nous pour des études cliniques. On pourrait, dans la mesure où on a les patients, je dirais, qui font 1 voire 2 séjours par an, vous renvoyer des données aussi, des observations. Ça, je pense qu'on est mûr pour le faire. Et enfin, ça c'est mon petit cheval de bataille, les soins prolongés, les futurs USPC pour lesquels j'avais été amenée à faire un travail, un cahier des charges pour l'ARS Île-de-France. C'était le souhait d'adopter notre offre de soins aux problématiques vraiment gravissimes, des Huntington très graves, des tétraplégiques hauts, ventilodépendants, des situations d'impasse hospitalière qui ne relevaient pas du médico-social, qu'on ne pouvait pas mettre en médico-social, ou alors ils revenaient en MCO 3 jours après, comme ça a été le cas d'une patiente. Donc ça, je pense qu'il y a un besoin dans un établissement comme le mien d'identifier des unités de soins prolongés complexes qui seraient dotées en fonction de la charge en soins vraiment que présentent les malades. Parce que le problème des soins de longue durée, c'est qu'on diminue le personnel. Mais quand c'est des soins de longue durée très complexes, il ne faut pas diminuer le personnel. Donc ça aussi, moi, je compte sur la filière pour argumenter pour quelques lits, quelques petites unités de soins prolongés complexes. Et nous, on aurait la place, parce que vous avez vu, on est grand, hein, enfin, en espace. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce travail remarquable qu'on connaît, hein, et qui est très impressionnant. Bon, entre nous, on fait partie d'une génération qui date, parce que appeler encore les surveillantes, ça date quand même les médecins. Hein. C'est... Voilà. Des questions, des remarques. Moi, j'ai entendu une chose, c'est par rapport à la recherche. Je parlais tout à l'heure de la recherche en sciences humaines et maladies rares. Je crois que la recherche en SSR, la recherche, je parlais des masses qui ont pris une orientation plus maladies rares. Nous, dans le cahier des charges, on est vraiment en train d'essayer de réfléchir pour développer des projets de recherche. Et je pense en plus que ce ne sont pas forcément en termes de recherche les domaines dans lesquels on aura le plus de mal à avoir des financements. Et je pense qu'il est proportionnellement plus facile d'avoir probablement des financements pour ce type de projet que les projets extrêmement compétitifs sur lesquels on est toute la journée et qui sont difficiles.
Oui, vraiment, point important. Oui, une vraie question, est-ce que vous avez une difficulté particulière autre que les pathologies dont on a parlé là avec les patients SLA-DFT? Les SLA-DFT, on ne va pas les mettre juin, juillet, août, septembre. On va essayer de les placer, de les programmer hors saison. C'est vrai que la programmation des admissions, c'est un vrai travail, hein. Et là, pour le coup, j'ai 2 cadres de santé qui participent, ma secrétaire qui maintenant fait que de la coordination, qui est devenue une vraie secrétaire plus coordinatrice, on va dire, et puis un médecin. On essaie de faire des groupes homogènes et on ne va pas mettre le patient avec SLA-DFT vraiment bien azimuté avec les petits jeunes où il va être, pour le coup, laissé pour compte. On va en prendre plusieurs en même temps comme ça. Ça sera un autre profil de séjour. Voilà, on va essayer de faire les choses au mieux. Vous avez quelle orientation de SSR? Neuro, d'accord. Par rapport à la recherche clinique, c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on a participé avec l'équipe de réa de pneumologie de la Pitié-Salpêtrière à la mise au point du stimulateur phrénique, du stimulateur diaphragmatique pour les tétraplégiques C1, C2 qui étaient ventilodépendants, qui ne respiraient pas avec leur diaphragme. Et on a été, à l'époque, c'était en 2004, on a été victoire de la médecine avec Similovski parce qu'on a pu implanter des tétras hauts. Enfin, on avait participé en DAI, on servait à ça, c'est-à-dire on prenait le malade pour lui réadapter son diaphragme sur une durée de plusieurs mois, hein. Donc on avait rendu un service à la recherche clinique sur un point très particulier. Donc on est partant pour rendre service sur d'autres sujets parce que moi j'ai des équipes qui sont maintenant très formées aussi, qui sont très compétentes, des infirmières très compétentes, des cadres de santé très compétentes. La dame que vous avez vue là, elle a mon âge, elle en a sous le pied. Je veux dire, on peut lui confier des projets. Elle va être partante. Là où c'est plus difficile, c'est très clairement avec l'administration, où ça va un peu trop vite pour eux, ils n'ont pas encore... voilà. Mais d'où la nécessité d'avoir des appellations, des labellisations, parce que ça, ils aiment bien. On leur dit, voilà, il faut présenter le dossier, Voilà. Moi, ça n'a pas grande importance pour moi, mais pour certains... Comme on change souvent d'administratif à la PHP, qu'à chaque fois, il faut reprendre tout à zéro, je demande un tout petit peu d'aide, vous avez compris, hein, le message. Donc vous posez la question de savoir pour les personnes qui ne sont pas du secteur de la PHP et qui viennent d'ailleurs en France, c'est ça? Oui, c'est une de France. Pour avoir que la FDPH accepte l'orientation pour avoir... Pour venir chez nous, c'est une prescription médicale. Ce sont les médecins des centres de référence. C'est Alexandra Dur, c'est Perrine Charles, c'est Anne-Catherine Bachoulavi, c'est Katia Youssof, c'est Christophe Verny qui nous font la demande de séjour. Si jamais c'est un établissement médico-social qui fait la demande pour un séjour, c'est l'équipe, on va dire, médico-sociale de coordination. Il y a une demande médicale. Moi, je veux un objectif particulier pour le séjour. Ça m'aide à faire le PTU, le projet thérapeutique individuel, à préparer déjà aussi le compte-rendu de sortie avec des objectifs. Donc, voilà, ça ne peut pas être une demande qui vienne de la famille. Il faut qu'elle passe par un centre de référence ou par une consultation maladie rare. Il faut être câblé, si vous voulez. Et après, les MDPH, pour le financement des transports, dans la mesure où on est reconnu centre de référence maladie rare, c'est souvent, il faut expliquer pourquoi ils viennent si loin, le coût des soins. C'est la Sécu. C'est la Sécu, on est sur du transport médical, donc on est plus de 150 km voilà. en tant que préalable. En train, en avion, il y a beaucoup de patients qui viennent en avion, même avec leur fauteuil électrique. Ça coûte moins cher à la Sécu de venir en avion, d'embarquer le fauteuil. J'avais un monsieur... Il faut avoir une personne accompagnante, pas forcément. Oui, l'épouse ou... Elle n'a pas été remboursée. Pourtant, il y a eu 2 voyages, parce que le voyage aller. C'est vrai, vous parlez de quel patient? Parce que là, je les connais tous, attention. Ouais, parce que moi, j'en ai connu plusieurs qui venaient avec Saphir, avec le programme Saphir, et le billet d'avion était divisé par 2 pour l'accompagnant. Il y a quand même c'est toujours moins cher que 3 000 € en ambulance.